Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT citoyen du 18 mars 2021. Actualité en Côte d'Ivoire, actualité au Congo-Brazzaville, le monde patriote, le cas de la Russie et de la Chine. Et pour finir, écologie patriote, intervention d'Hervé Juvin. Commençons tout de suite avec l'actualité en Côte d'Ivoire. La quotidienne Twitter de Chris Yapi, mercredi 17 mars 2021. Séguéla assiégé par l'armée. De quoi a peur Alassane Ouattara? En effet, l'armée a été déployée à Séguéla, ainsi que des hélicoptères de combat qui sillonnent le ciel de la ville. Des appareils de brouillage de fréquence ont été activés pour perturber les communications téléphoniques. Séguéla n'avait pas été témoin d'un tel déploiement depuis l'époque coloniale. Aussi les populations sont-elles fortement surprises. De quoi a peur le brave Thiers, lui qui est si courageux d'ordinaire? Mieux, pour venir enterrer celui qu'il appelle son voyou de fils, on aurait dû s'attendre que le président soit accueilli par des populations en liesse, ou à tout le moins dans la piété. Or, on réserve aux populations de Séguéla déjà meurtries le langage des canons. Que se reproche exactement Alassane Ouattara? En tout cas, ici à Séguéla, il n'y a pas l'ombre d'aucun doute. Congo-Brazzaville, les présidentielles. Congo-Brazzaville, en ouverture, les agents de la force publique se rendent aux urnes ce mercredi 17 mars. Selon la Commission nationale électorale indépendante, au moins 131 bureaux de vote seront ouverts ce mercredi entre 7h et 17h sur l'ensemble du territoire. Le nombre de votants au sein de la force publique est estimé entre 55 000 et 60 000 personnes extraites du fichier général. Il s'agit d'un vote par anticipation et une première expérience que le pays tente. Jusqu'ici, civils et forces de l'ordre votaient traditionnellement le même jour. Pour les autorités, cela doit permettre aux forces de défense d'être libres le 21 mars pour sécuriser le déroulement du scrutin. Avant ce vote, les spéculations allaient bon train sur les lieux du déroulement. L'idée d'une dans les casernes faisait craindre des fraudes. Les autorités congolaises ont mis fin à cette appréhension à travers un test qui prévoit l'implantation des bureaux de vote dans des lieux publics. Le reste des 2,5 millions d'électeurs congolais emboîteront le pas dimanche. Ils devront départager les 7 candidats pour le fauteuil présidentiel. Le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, brigue un 4e mandat consécutif à 77 ans, dont 36 passés au pouvoir. Tout de suite, le monde patriote, le cas de la Russie et de la Chine. Ça, c'était une vision qui était valable au XIXe siècle, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Parce que dans chacun des pays que vous évoquez, il y a une puissance financière qui a pris une partie du contrôle des États. Je dirais chez nous, le contrôle est total. En Russie et en Chine, disons qu'ils ont des oppositions intérieures, ils ont de la concurrence et en particulier, ils ont une partie, si vous voulez, des équipes dirigeantes qui ne jouent pas ce jeu, qui ne sont pas dans le trip, qui ne sont pas dans le délire du gouvernement mondial et qui sont encore attachés à des intérêts patriotiques, ce qui fait qu'ils ont une opposition. Oui, mais je pense à Poutine, par exemple, qui serait dans ce cadre-là. Poutine, personnellement, je ne sais pas. En tout cas, il est relativement clair que au sein de l'appareil d'État russe, il existe une équipe patriote. Et ça, on le voit parfaitement bien en matière de politique étrangère et la politique étrangère suivie par la Russie. Néanmoins, la politique intérieure russe n'est pas, est, à mon avis, totalement affiliée au pouvoir financier global. Et je pense, selon les dernières informations que j'avais, la banque russe n'est pas sous politique russe. La banque russe est sous contrôle financier des globalistes. D'accord, bah écoutez, ça, je vous fais confiance. Et l'économie russe n'est pas faite pour favoriser les échanges et le développement des Russes. Ils sont totalement sous contrôle et ils ont vraiment une chape de plomb. Ça ne se passe pas très bien au niveau économique en Russie. Alors que ils rayonnent si vous voulez, par leur politique étrangère, mais leur politique économique et monétaire n'est pas du tout aussi souveraine qu'on pourrait le croire. Quant à la Chine, alors là, je pense que c'est différent. Je pense qu'au contraire,
les forces patriotes chinoises ont un rapport de force moins déséquilibré avec les compradors. C'est-à-dire que je pense, et ça c'est mon interprétation, qu'au sein de l'équipe gouvernementale chinoise, parce que vous savez que le Parti communiste, en réalité, c'est l'empire chinois. La Chine a toujours été dirigée par... L'empire est consubstantiel à la Chine. Donc, c'est un empire, la Chine. Et cet empire, il est dirigé par des familles, des grandes familles. Et je pense que vous avez une partie de ces grandes familles qui ont amené Xi Jinping au pouvoir et qui sont profondément patriotiques, et que vous avez une partie de ces grandes familles qui ne sont pas du tout patriotiques, qui ont pactisé depuis peut-être le début du XXe siècle avec la haute finance anglo-saxonne, avec les Rockefeller, avec la Banque internationale dirigée à partir de la City, si vous voulez. Et je pense qu'actuellement, le chef de file de ces grandes familles serait peut-être quelqu'un comme Jack Ma. Et vous avez une violente confrontation entre ces deux grandes forces à l'intérieur de la Chine qui s'opposent et qui s'opposeront de façon radicale. Les Chinois ne font rien à moitié. C'est-à-dire que soit les patriotes gagneront et les autres, on n'entendra pas plus parler. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, pas complètement. Je pense qu'ils n'ont pas l'intégralité des manettes du pouvoir en main. Néanmoins, il faut quand même constater que Xi Jinping fait des purges et s'attelle de façon très, très radicale à la corruption, ce que nous ne voyons dans aucun pays du monde, y compris la Russie. Ne parlons pas de chez nous, hein, parce qu'en fait, si ces financiers ont pris le contrôle, c'est pas uniquement par la corruption, par le mensonge, la corruption, les opérations sournoises, etc. Donc, si vous voulez, ça n'arrive pas. Alors, je pense que la Chine a joué le jeu du globalisme en rentrant dans les DTS en 2016, mais il ne faut pas oublier qu'un an après, et je pense que ça devait être en février ou mars 2017, Xi Jinping a démis le dirigeant de la Banque centrale chinoise qui avait pris l'initiative sur l'initiative duquel la monnaie chinoise était rentrée dans le panier de monnaie mondiale. Donc je pense que les Chinois jouent un jeu très subtil. Ce sont des grands joueurs, les Chinois. Enfin, l'Asie adore jouer. Ce sont des joueurs, vraiment. Et ils sont forts au jeu de Go. Ils voient sur la très longue durée. Donc je pense que eux, leur objectif, ça serait éventuellement d'infiltrer les globalistes, mais pour après les éliminer. Il n'est pas question pour eux qu'ils se fassent dicter leur conduite par les globalistes. Or, des gens comme Rothschild, Rockefeller, enfin tous ceux qui ont pris le contrôle de la haute finance internationale de l'Ouest et sous administration du droit anglo-saxon, ces gens-là n'ont que faire de force patriotique en Chine. Donc c'est une guerre à mort, quoi qu'il arrive. Bien sûr, mais c'est là qu'on met le doigt sur quelque chose de très intéressant. Et vous voyez, au final, ça fait quand même deux blocs. Parce que, imaginons que ça soit le cas, comme vous le dites là, il y a le bloc de la haute finance chinoise et le bloc de la haute finance à la City, non ? Non, ça ne fera pas de bloc parce que le gouvernement mondial a des volontés hégémoniques totales et qu'il ne s'accommodera pas d'un concurrent. Donc, de toute façon, ça sera des guerres intestines jusqu'à ce que l'une des parties, soit patriote, soit globaliste, l'emporte. D'accord, donc pour vous, il y aura victoire totale ou pas, quoi. Et pour finir, écologie patriote, intervention d'Hervé Juvin. Mais vous le voyez bien, Tamara, les fondateurs de l'écologie, ce sont des gens attachés à leur territoire, attachés à leur souveraineté sur leur territoire. Ce sont ceux qu'on pourrait appeler des conservateurs. En aucun cas ceux qui aujourd'hui se sont emparés de l'écologie. Et je voudrais le dire très clairement. Il y a incompatibilité totale entre la protection d'un écosystème et l'ouverture des frontières. Un écosystème survit dans le temps parce qu'il est séparé d'autres écosystèmes. Il y a incompatibilité totale entre ceux qui rêvent de fabriquer l'homme nouveau, l'homme qui n'est plus ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux et a rompu tout lien avec la nature. Être écologiste, c'est reconnaître et accepter les déterminations de la nature. Il y a incompatibilité totale entre l'écologie et l'uniformisation de la globalisation.
Être écologiste, c'est accepter que si la biodiversité animale et végétale est importante, la diversité des sociétés humaines, des mœurs, des lois, des coutumes est tout aussi importante. Et pour terminer, il y a évidemment une incompatibilité totale entre l'écologie et le libre-échange. Le libre-échange des capitaux, des biens, des services et des hommes, c'est ce qu'il y a de plus hostile et de plus contraire à toute réelle préoccupation écologique, puisque le libre-échange contribue à l'uniformisation de tout, donc à la chute dramatique de la diversité des langues et des sociétés humaines. Bref, les enseignements de l'écologie, vous le voyez Tamara, n'ont rien à voir avec le hold-up que l'ultra-gauche a réalisé. Retrouvons nos frontières, retrouvons notre souveraineté, protégeons nos mœurs, nos lois, nos territoires, et nous pourrons conduire une politique réellement écologique.